C'est vrai on parlait tout à l'heure d'investissement à Saint-Étienne, on parlait d'investissement à Douai, on parlait de différents investissements dans des villes qui parfois ne sont pas forcément les plus sexy du monde. En Espagne, c'est vrai, il faut le dire, ce n'est pas que de la rentabilité, il y a aussi une partie plaisir parfois qui joue. Ça peut être acheter un pied-à-terre, ça peut être acheter un appartement en se disant c'est un investissement locatif, mais peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans 10 ans, peut-être qu'à la retraite, je me verrais bien aller vivre dans cet appartement-là. Et donc il y a souvent une espèce de mélange comme ça par rapport à l'Espagne. Du coup, petite citation grecque. Alors pourquoi grec ? Parce qu'en fait, chez Mastéos, Mastéos c'est un nom qui a une consonance grecque. Je ne sais pas si vous avez fait attention en rentrant dans les bureaux, mais il y a même une table de marbre là où il y a marqué Mastéos en écriture grecque. Et en fait, on dit que Mastéos, c'est le dieu de l'investissement locatif. Et il y a vraiment toute une espèce d'image de marque qui a été créée par rapport à ça. Donc alors, je ne suis ni athénien ni grec, mais un citoyen du monde. Je pense que c'est une bonne manière d'introduire cet after work. Je pense que de plus en plus, on se sent tous des citoyens européens, à défaut d'être des citoyens du monde, des citoyens européens, avec la facilité de voyager, avec le fait qu'aujourd'hui, par rapport à Paris, Barcelone n'est pas plus loin que Marseille finalement. Et du coup, il n'y a pas de complications. Et peut-être qu'il y a 50 ans, ce n'était pas du tout la même chose. Mais aujourd'hui, acheter à Valence, acheter à Barcelone, acheter à Madrid, ce n'est pas tellement plus compliqué que d'acheter à Douai ou à Marseille ou à Toulouse. Donc voilà un petit peu pour commencer les débats. L'objectif, et on va parler évidemment d'investissement locatif en Espagne, on ne va pas faire de l'autopromo sur Mastéos, mais nous, notre manière d'approcher l'investissement locatif et la manière d'approcher l'achat immobilier, c'est de permettre aux gens d'investir sans bouger de leur canapé. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que nous, on fait chez Mastéos, et je vous parlerai un petit peu quand même de ce qu'on fait ici, mais c'est de permettre aux gens de pouvoir acheter un appartement sur un téléphone, sur une application, que ce soit aussi facile que d'acheter un livre sur Amazon. Donc vraiment, on est une entreprise très digitale. Et pour le coup, il y a 370 personnes qui se cachent derrière l'application, qui vont aller capter des biens, etc. Mais on essaie de rendre cette expérience possible. Du coup, en termes de sommaire, on va parler des prix de l'immobilier en Espagne, du financement bancaire, de l'imposition de la fiscalité, de la tension locative aussi, parce que souvent la question qu'on se pose, c'est de dire est-ce que mon appartement va être tout le temps loué ? Est-ce qu'on a des problématiques de vacances locatives? Parce que souvent, et ça c'est une problématique qui est très commune sur l'immobilier, quand on dit rentabilité élevée, ça peut s'associer avec soit des zones dans lesquelles il n'y a pas une très grosse tension locative, soit des zones sur lesquelles il y a des gros taux de chômage. Par exemple, en France, on dit souvent qu'une des villes les plus rentables, c'est Roubaix, par exemple. Et en même temps, on pense, Roubaix, ça veut dire haut taux de chômage, problématique possible avec les locataires, etc. Donc, on parlera un petit peu de la tension locative. Profil des acheteurs, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous, à titre personnel, vous vous posez la question d'investir en Espagne, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avant d'acheter en Espagne? Qu'est-ce qu'il faut que vous ayez comme arme finalement pour pouvoir acheter? Et puis témoignage acheteur, pour que ce soit très concret, on va parler de projets, on va parler de nos projets, des rentabilités associées, des prix associés, des financements, etc. Et on va parler évidemment des projets que nous, en tant que société, on capte tous les jours sur le terrain, parce que comme je le disais, on est présent dans 3 villes. Et donc, on va vous parler un petit peu des projets qu'on présente aux investisseurs, qu'on présente à tous nos clients qui sont intéressés par le fait d'acheter en Espagne. Du coup, on commence directement par les prix de l'immobilier en Espagne. Alors, les prix de l'immobilier en Espagne, sans faire une leçon d'une demi-heure, parce que c'est un sujet, on pourrait parler des prix à Barcelone, des prix à Madrid, des prix etc., dans plein de villes. Mais déjà, au niveau global, ce qu'il faut voir, c'est que l'Espagne n'a pas du tout vécu la crise de 2008-2009 comme la France. Et en fait, la raison principale, et aujourd'hui elle fait écho à la situation qu'on est en train de vivre avec la hausse des taux d'intérêt, avec l'inflation, c'est qu'en 2008-2009, l'Espagne était un pays dans lequel la quasi-totalité des crédits immobiliers étaient à taux variable. Et en fait, le fait d'être à taux variable, ça a un impact dramatique quand il y a une hausse des taux d'intérêt ou quand il y a justement un retournement de cycle économique,
parce que ce qui s'est passé en Espagne, c'est que des gens, énormément de gens qui avaient des mensualités, par exemple à 600 €, se retrouvaient avec l'augmentation des taux vers 2009-2010 avec des mensualités à 1 000 €, 1 100 €, même 1 200 €. Parfois, ça allait jusqu'à doubler leur mensualité. Et du coup, ce qui s'est passé en Espagne, c'est que les banques se sont retrouvées avec énormément de clients qui ne payaient plus et qui n'étaient pas en capacité de rembourser leur mensualité. Et donc, les banques espagnoles, elles ont fait la seule chose que peut faire une banque quand elle n'est pas remboursée, c'est qu'elle a la garantie hypothécaire et donc elle saisit le bien. Et donc, les banques espagnoles se sont retrouvées, c'est pour ça que les prix ont autant baissé de 2008 à 2015, elles se sont retrouvées à faire énormément de saisies de biens parce qu'il y avait des impayés et donc les prix de l'immobilier baissaient. Donc, c'est vraiment la partie 2007 à 2015 où le taux de chômage augmentait et il était à quasiment 25% au creux à 2014-2015. Depuis 2015, le marché s'assainit. Le taux de chômage aujourd'hui, il est plus que de 12%, donc il est bien meilleur par rapport à la situation de l'époque. Et la seule raison pour laquelle les prix de l'immobilier augmentent, mais de manière relativement linéaire et tranquille, entre guillemets, c'est parce que les banques, à l'époque, elles faisaient des crédits à 110% ou des crédits à 100% du prix du bien. Donc l'acheteur, finalement, il apportait zéro. Ça nous fait un petit peu penser à ce qui se passe en France en ce moment. Et après ça, les banques étaient devenues averses au risque. Et pour se protéger, elles demandaient et elles demandent toujours un apport significatif aux acheteurs. En l'occurrence, pour un acheteur, par exemple, non résident, donc un acheteur résident fiscal français qui veut acheter en Espagne et qui contracte un crédit hypothécaire auprès d'une banque espagnole, on va lui demander 30% d'apport. Alors on verra qu'il y a d'autres solutions de financement, on va en parler après. Mais voilà, pour un petit peu comprendre la situation du marché, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'en Espagne, c'était 2 200 € du mètre carré, maintenant on est à 1 600 € du mètre carré. Et on est donc toujours inférieur de 25% au prix du pic, alors qu'à Paris, là où on est aujourd'hui, c'était 6 500 € à peu près du mètre carré en 2008, et aujourd'hui, on est à plus de 10 000. Donc à Paris, ça a fait plus 50%, en Espagne, ça a fait moins 25%. Raison principale, le crédit bancaire. Et ça en fait aujourd'hui, c'est pour ça que, à titre personnel, on investit tous les 4 en Espagne, ça en fait un marché intéressant pour investir. Vraiment, il y a une capacité de cumuler des bonnes rentabilités avec des prises de valeur sur le futur. Et j'en parlerai un petit peu après, mais il y a aussi une énorme tension locative parce qu'il y a de plus en plus d'Espagnols, il y a énormément d'Espagnols qui ne peuvent pas acheter à cause de l'apport demandé par les banques et qui du coup se retrouvent locataires. Donc ça met une énorme pression sur le marché de la location et donc les prix des loyers augmentent. Donc voilà la petite explication sur les prix de l'immobilier. Après, si on zoome un tout petit peu sur les villes espagnoles qui nous intéressent le plus, sans passer trop de temps dessus, parce qu'après on pourrait parler des quartiers, etc. Mais Barcelone et Madrid sont à 3 500, 4 000 quand on prend une moyenne sur la ville, évidemment des quartiers plus chers que d'autres, et Valence est moins cher, aux alentours des 2 000 € le mètre carré. En rentabilité, on est sur des rentabilités très élevées pour des capitales européennes, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Barcelone ou Madrid, sur des 4,5% de moyenne à peu près, c'est des rentabilités pour des capitales qui se comparent à des 2,5% à Paris, à entre 2 et 3% sur les capitales allemandes. Donc c'est vraiment des rentabilités très élevées pour des capitales, alors que normalement, ces rentabilités-là, pour aller les trouver, il faut aller dans des villes secondaires. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et Valence est encore plus rentable. Donc voilà pour la partie prix. Rentabilité locative au niveau espagnol. Alors après, pareil, on peut zoomer sur les villes. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis 10 ans, la rentabilité moyenne locative en Espagne a augmenté de 50%. C'est évidemment une augmentation énorme. Et c'est dû à ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que, et ça pour le coup c'est une crise politique, c'est une crise du logement, mais les jeunes ne peuvent plus acheter, à moins d'avoir un héritage, mais ils ne peuvent plus acheter, parce que quand on est espagnol, avec les prix espagnols, et que la banque demande 20% d'apport, sur un appartement à 200 000, ça veut dire 40 000, 40 000 €, l'espagnol ne va pas l'avoir avec des salaires espagnols avant un âge très tardif. Et d'ailleurs, l'accès moyen à la propriété en Espagne, c'est 41 ans. Ce qui est très vieux, ça se compare à la France, on est sur du 32 ans.
Donc 10 ans plus tard, ils deviennent propriétaires. Donc ça explique tout ça. On a une crise qui est liée qui est essentiellement bancaire, qui est essentiellement liée au financement bancaire qui est faible et qui se rémunère par du rendement tout simplement. Donc finalement, pour un investisseur ou quelqu'un qui souhaite acheter en Espagne, ce que ça veut dire, c'est si je suis capable d'acheter, ben, je vais avoir une prime pour être parmi ceux qui ont la capacité d'acheter. Voilà. Les quartiers les plus rentables de Madrid, Hugo, je vais te laisser directement parler de ça avec le micro directement. Vas-y. Bonjour à tous. Moi, je suis City Manager à Madrid et j'ai acheté en tout 3 appartements. Donc, je connais bien la ville de Madrid grâce à ma femme aussi qui est madrilène. Et du coup, je vais pouvoir parler rapidement de Madrid. Bon, Madrid, c'est la capitale, c'est comme Paris. Beaucoup d'activités économiques. Ça représente 19% du PIB du pays. Donc, en termes de tension locative aussi, c'est très intéressant. Plein d'entreprises viennent s'installer à Madrid. Il y a de tous les profils. C'est une économie très locale et ça augmente très rapidement. Je dirais que Barcelone et Madrid, c'est vraiment les 2 grosses villes qui drainent l'économie du pays. Il y a d'ailleurs un groupe Facebook qui vient s'installer très prochainement à Madrid. Donc ça amène du beau monde. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'Erasmus. Je pense que dans la salle, je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà fait des Erasmus en Espagne. Et du coup, voilà. Donc en fait, Madrid, c'est comme Paris. Il y a une sorte d'anneau périphérique très central. Et à l'intérieur, vous êtes à entre 5 et 6 000 euros du mètre carré. Ce qui reste quand même, on va dire, cher. Mais dès que vous sortez du périphérique, vous êtes sur des prix, comme un peu à Valence, aux alentours de 2 000 euros. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'un loyer ici, il sera il sera de 20 ou 30% inférieur au loyer du centre, mais ça restera quand même un loyer. 2 chambres, vous allez louer entre 700, 800, 900 euros et vous allez obtenir des prix aux alentours de 2 000 euros du mètre carré. Donc la rentabilité, on va dire, moyenne, elle est entre 5 et 6%. Et comme le disait Geoffroy tout à l'heure, ça reste quand même des très bonnes rentabilités pour une capitale européenne. Voilà. On a fait une présentation beaucoup plus détaillée sur Madrid pour ceux qui s'intéressent. D'ailleurs, je veux bien savoir qui est intéressé par un investissement à Madrid ici. Ok. Valence. Ok. Et Barcelone. Ok. Il y en a qui n'ont pas levé la main, il y en a qui sont... Et non, peut-être il y a d'autres villes. Non, Malaga. Malaga. Ouais. Ok. Bon. Et Séville, Alicante. Ouais. En fait, qui est intéressé pour un pied-à-terre à Madrid? On va dire sur la côte à côté de la mer. Personne? Ok. Ouais, Barcelone, je vais le faire parce que notre city manager de Barcelone ne pouvait pas venir aujourd'hui. Barcelone, en fait, c'est la ville. On a fait un sondage Paul & Roll sur 1000 Français. On a interrogé 1000 Français sur les villes européennes qui les tentaient le plus. Et on a demandé Barcelone, Lisbonne, Rome, etc. Et Barcelone, c'était le numéro 1 incontesté. Donc, moi-même, à titre perso, au début, quand j'ai pensé Espagne, j'ai pensé Barcelone. C'était la ville dans laquelle je voulais investir. Et simplement, je n'ai pas trouvé d'agent immobilier qui me donnait confiance, qui m'inspirait confiance. Et c'est pour ça que j'ai fini par investir à Valence pour la première fois en 2018, parce que je suis tombé sur un agent immobilier francophone à l'époque qui me donnait confiance, à une époque à laquelle Mastéos n'existait pas, 2018, puisque Mastéos est né en 2019. Voilà, donc Barcelone, 19% du PIB espagnol, c'est-à-dire la même chose que Madrid. Donc vraiment ce que disait Hugo, c'est la vérité pure. Il y a 2 poumons économiques, il y a Barcelone, il y a Madrid. Là, sur les dernières années, il y avait un espèce de trend où Barcelone, politiquement, s'embourbait, on va dire. Donc il y a un nouveau dynamisme de Madrid. Mais bon, Barcelone reste Barcelone.
N'importe quel investisseur pense d'abord Barcelone. Le tourisme, ça reste une des 10 villes les plus visitées au monde. En termes d'entreprises multinationales à Barcelone, les entreprises pharmaceutiques, toutes les grosses entreprises en général ont quand même un siège à Barcelone. Donc la dynamique du marché de l'emploi est très forte. Il y a 4 millions d'actifs, donc il y a une très grosse concentration des actifs. Et 180 000 étudiants. Alors justement, les étudiants, c'est intéressant. Quand on fait un investissement, par exemple, en colocation, Barcelone avec 180 000 étudiants et à comparer avec Valence, on verra après, mais c'est un très très gros chiffre. Et voilà. Et pareil sur Barcelone, on pourra vous envoyer une présentation détaillée des quartiers, etc. de Barcelone qu'on a faite, qui détaille les rendements, qui détaille beaucoup de choses sur Barcelone. Ça prendrait 1 heure rien que ça, donc on ne va pas le faire ce soir. Mais voilà un petit peu l'histoire et je vais laisser du coup Antoine nous parler un petit peu de Valence. Pour Valence, un peu comme Hugo, je suis tombé sous le charme des femmes espagnoles. Ma femme est de Valence, mais également de cette ville. J'en suis vraiment tombé amoureux, c'est ma femme qui me l'a fait découvrir. Et j'ai la chance de pouvoir y vivre. C'est une ville avec 800 000 habitants, 80 000 étudiants. Donc, en termes de population, c'est la 3e ville d'Espagne. Et en termes de prix de l'immobilier, c'est la 19e. Parce qu'on a une moyenne, comme le disait Geoffroy, de 1 800 € du mètre carré. Avec une belle rentabilité, la moyenne, on est aux alentours de 5,8%. Sur le graphique, on est avec des meilleures rentabilités quand on va dans des zones qui sont plus au sud ou plus excentrées, mais ce sont des cas vraiment très à part. On peut atteindre du 8%, mais ce sont vraiment en place, c'est des zones qui sont représentées, ça s'appelle El Salel, et c'est un endroit, c'est un parc naturel, donc c'est vraiment des cas particuliers. Donc cette ville qui est réputée pour sa qualité de vie, on s'y sent très bien au niveau de la sécurité, du climat, la plage, le prix de l'immobilier, on fait tout à pied, tout est à plat. La taille de la ville est très... Enfin, c'est une taille, on fait tout à pied, c'est une taille humaine. Et là, on a de gros poumons verts, un grand couloir vert, une grande coulée verte de 10 km qui traverse la ville. Elle a des nouveaux parcs qui sont en train d'être créés et beaucoup de projets pour le futur. Donc c'est une ville qui est très, très, très agréable à vivre. Moi, j'en suis vraiment tombé amoureux. Elle a été désignée en 2022 comme l'une des 22 meilleures destinations touristiques au monde. Il y a des quartiers qui ont été désignés comme les quartiers parmi les 20 les plus cool d'Europe. Donc c'est une ville qui est en train de changer. Il y a beaucoup de quartiers qui sont en train de changer, des anciens quartiers de pêcheurs qui sont en train d'être réellement réhabilités et qui attirent énormément de monde, que ce soit les touristes, mais également des investisseurs étrangers. Les prix de l'immobilier, déjà dans ces quartiers-là, ils ont beaucoup évolué. On sait que ça va encore exploser dans les 5-10 ans à venir. Et donc pareil que pour Barcelone et Madrid, on a également une présentation qu'on vous communiquera. Super. Évidemment, Hugo et Antoine vous parleront plus tard de leurs investissements en détail, parce que là, c'était juste un petit passage sur les villes. Les pièges à éviter. Alors ça c'est la partie, entre guillemets, la plus intéressante. Il y a des pièges quand on achète en Espagne. Vous allez voir une annonce sur un site, elle va vous dire 100 mètres carrés. Ce n'est pas 100 mètres carrés, c'est un mensonge. Parce qu'en fait, les Espagnols comptent des mètres carrés construits et non pas des mètres carrés utiles. En France, on est sous la loi Carrez. La loi Carrez n'existe pas en Espagne. Et donc, du coup, ils comptent littéralement, il y a un appartement qui fait 20 x 10, ils vont 20 x 10 et disent ça y est, ça c'est la surface construite. Pas plus, pas moins. Et donc, du coup, on se retrouve avec des surprises. Des surprises, sauf si on le sait. C'est pour ça que c'est intéressant que vous soyez là. Si vous n'avez pas déjà acheté en Espagne. Nous, le premier appartement qu'on a acheté à Valence en 2018, il faisait 100 mètres carrés et en réalité, il en faisait 82. Donc voilà, ça fait un écart qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose, l'ancien se vend mieux que le neuf. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Il y a une autre caractéristique intéressante de la crise et du marché de l'immobilier en Espagne aujourd'hui. À l'époque, avant 2008, l'immobilier neuf, c'était 35% des ventes. Aujourd'hui, ce n'est même pas 10%. Le secteur de la promotion neuve est complètement déprimé. Concrètement, ce qui se passe en Espagne, c'est que les promoteurs ont des réels problèmes qui sont exacerbés aujourd'hui par les coûts de construction qui rendent, et c'est le même problème en France, le coût de construire trop cher et impossible à répercuter sur les prix de vente.
Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un marché qui se porte plutôt vers l'ancien. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le parc des logements en Espagne est catastrophique en termes d'état. Donc pour quelqu'un comme Jérôme qui adore les travaux, c'est plutôt un bon pays parce que en Espagne, l'appartement moyen, on dirait un appartement des années 1920, 1930. Il n'y a jamais eu de travaux. On est toujours dans l'organisation des appartements comme il y a 100 ans. Donc on a une partie cuisine qui n'a rien à voir avec la partie qu'ils appellent salon comedor, qui est complètement séparée. Toutes les salles de bain ressemblent aux années 30. Enfin, vraiment, tout est comme ça, tout est bien dans son jus. Donc, quand on aime les travaux, on se régale à faire changer de siècle, vraiment, les appartements. La banque espagnole demande jusqu'à 50% d'apport. 50%, c'est un tout petit peu exagéré, mais si vous vous faites financer en Espagne, c'est assez sécuritaire de se dire « j'achète un appartement à 200 000 », il faut que je prévoie d'avoir, alors pas 100 000, mais plutôt 80 000 euros. Et ce, pour une seule raison, c'est qu'en général, ils vont demander à quelqu'un qui est résident fiscal français 30% d'apport sur le prix du bien. Et après, il faut rajouter tous les frais, ce qu'ils appellent l'ITP, qui est le impôt sur la transmission du patrimoine, qui est notre équivalent des frais de notaire. Alors l'ITP, en fait, c'est 10% à Valence, 10% à Barcelone et, chance pour Hugo, 6% à Madrid, ce qui fait que les frais de transaction à Madrid sont inférieurs et donc sur des opérations quelque part de marchand de biens ou des opérations d'achat-revente, on gagne 4%. Ce n'est pas négligeable et c'est un vrai avantage pour Madrid aujourd'hui parce que les Espagnols, comme vous le savez, ils sont très régionaux, tout marche en communauté autonome et donc la politique de la Catalogne, ce n'est pas la politique de Madrid. Et ce, sur tous les sujets. Airbnb, par exemple, on pourrait en parler. Airbnb, les règles n'ont rien à voir d'une région à l'autre. En France non plus, cela dit. Sans NIE, ce trigramme est très important, le numéro d'identifiant étranger, numéro d'identification étranger. Un NIE en Espagne, c'est un numéro d'identification comme en Italie, par exemple, ils ont le codice fiscale, où nous, on a numéro de carte de sécurité sociale. C'est un numéro sans lequel vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque, vous ne pouvez pas avoir un crédit immobilier, vous ne pouvez pas ouvrir une ligne téléphonique, je ne suis même pas sûr qu'on ne peut pas. Donc voilà, NIE, c'est une clé, on parlera après de comment l'obtenir. Indispensable d'avoir un avocat. Alors, quand on dit indispensable d'avoir un avocat, on force un tout petit peu le trait, mais il faut savoir que le notaire en Espagne, c'est un passe-papier. Le notaire en Espagne, il ne vérifie rien. Et d'ailleurs, les frais de notaire, contrairement à la France où c'est 8% et ça inclut énormément de choses, et notamment le transfert de propriété, en Espagne, le notaire, on ne le paye que 500 € et on sait pourquoi. C'est vraiment, il passe des papiers, mais c'est tout. Donc, avocat pour checker, surtout si vous achetez une maison, en particulier si vous achetez une maison ou s'il y a une certaine complexité, les mètres carrés qui auraient été construits alors qu'il n'y a pas d'autorisation. Très fréquent. Les Espagnols adorent construire des extensions non autorisées et donc, au moment de l'achat, autant vérifier si le duplex, on a vraiment le droit d'avoir 2 étages ou s'il y en a un qui a été construit. Acheter en Espagne par rapport à acheter en France, ce n'est pas très très différent, mais gardez en tête 3 mois, 3 grandes étapes. Et en fait, quand je lis 3 mois, 3 grandes étapes, ça me fait beaucoup rire parce que l'an dernier, on a signé une offre d'achat en mai et on a signé l'offre finale en novembre, en décembre même. Donc, il s'était passé 6 mois parce que nous, dans notre cas, le bien avait appartenu à une banque dans le passé. Et quand un bien a appartenu à une banque dans le passé, la mairie a un droit de préemption de 3 mois qu'il faut laisser couler. Donc là, ça rajoute 3 mois. Donc, c'est juste pour dire qu'il peut y avoir des spécificités qui font que ce n'est pas 3 mois, mais c'est 6 mois. Mais globalement, c'est à peu près le même processus qu'en France, sauf que NIE d'abord. Donc, concrètement, si vous habitez Paris, le meilleur des conseils, ou si vous habitez en France, le meilleur des conseils, allez au consulat général d'Espagne, le plus proche de chez vous, le plus vite possible. Si vous êtes bloqué sur la partie NIE en France, NIE en Espagne, effectivement 150, 200, 250 €, mais au moins ça nous apprend l'administration espagnole. L'administration espagnole, c'est comme l'administration italienne, c'est à peu près le même niveau, c'est-à-dire que rien n'avance et que pour que ça avance, il va falloir payer quelqu'un, sauf sur certaines
carte d'identité, etc. Il y a des exceptions, mais sur le NIE, c'est ça. Avoir un rendez-vous au commissariat, c'est compliqué, sauf si on paye quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc bon, c'est un petit peu. Plus l'avantage, c'est un numéro qui ne caduque pas. Donc une fois qu'on l'a, on est tranquille. Il n'y a pas à le renouveler, on est à l'aise. Donc si vous n'êtes même pas sûr de un jour acheter en Espagne ou un jour vivre en Espagne, à la limite, obtenir le NIE en le faisant avec le consulat général d'Espagne en France, c'est le meilleur moyen quand même, parce que pour le coup, ça coûte 10 € ou je ne sais pas quoi, ça coûte rien du tout. Et une fois que vous l'avez, c'est un numéro que vous avez à vie et ça ne vous engage à rien. Ensuite, le processus, le reste est un petit peu égal. Signature de l'offre d'achat. La seule différence, c'est que quand vous faites… Alors en Espagne, ils appellent ça… Il y a le contrato de reserva, ça c'est la réservation, ce que nous on appelle l'offre contresignée, d'accord ? Et après, il y a le contrato de arras, ça c'est ce que nous on appelle les arts ou le compromis de vente. Et ensuite, derrière, il y a la vente finale, plus tard, que nous on appelle acte authentique, qui va se passer 3 mois après. Donc là, par exemple, sur les contrats tout à l'heure de Nicolas sur lesquels on était, il prévoyait que l'acte authentique par rapport au compromis, c'était 2 mois plus tard. Voilà, donc un petit peu les délais qu'il faut avoir en tête. Jusque-là, pas de choses dramatiquement différentes. Simplement, NIE et financement bancaire, je voulais juste faire un tout petit zoom. Alors, ça, c'est parce qu'on voulait juste faire un petit zoom là-dessus. C'est que le financement bancaire, qui est la grosse partie, il y a réellement 2 grands cas différents qui se posent et des cas dans lesquels vous avez une chance incroyable. Si aujourd'hui en France, vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale et qu'elle est remboursée intégralement, alléluia, vous avez énormément de chance parce que vous pouvez avoir un levier bancaire de quasiment 100% pour acheter en Espagne. Pourquoi ? Parce que vous allez aller voir votre banque française, lui dire voilà, ma maison par exemple vaut 400 000 €, elle est intégralement remboursée, elle est nette de dette, auquel cas votre banque pourra prendre une garantie hypothécaire sur votre bien français et vous libérer, en général 50, 70, 90%, ça dépend des banques, de la valeur de votre bien en France. Et avec ça, si vous achetez un appartement par exemple à 200 000 ou à 300 000 en Espagne, vous allez finalement avoir un levier bancaire de 100% pour acheter cet appartement-là. Donc finalement, le levier bancaire fonctionne très bien si vous avez un patrimoine existant en France ou si vous avez de manière un petit peu plus généraliste un nantissement ou des garanties à apporter sur le territoire français à une banque de droit français. Ça, c'est l'autoroute. Donc, ça, c'est la partie la plus simple. Si jamais vous n'êtes pas dans la situation dans laquelle le financement en France est possible, vous pouvez sans problème vous faire financer en Espagne. Moi, je l'ai fait les 2 fois. Et financement en Espagne, c'est ce que je disais, avec une banque espagnole, par exemple Targo Bank, moi j'ai fait 2 fois. C'est le groupe, il s'appelle Tomamos Impulso maintenant. Et donc là, 70% du prix du bien. Donc je compte à peu près que de ma poche, j'amène 40% à 50% et la banque va financer le reste. Avantage, crédit hypothécaire classique. La banque prend en garantie le bien espagnol, donc c'est du très classique. Et pourquoi pas, beaucoup d'acheteurs français le font, pourquoi pas, à la limite, si j'ai un besoin de trésorerie pour faire cet achat ou parce qu'il me manque une partie, pourquoi pas faire un crédit consommation en France pour financer un petit peu le restant. Je ne dis pas qu'on le conseille, ce n'est pas du tout un conseil financier, on n'est pas conseiller financier, mais je connais de nombreux Français qui ont fait ça, qui ont pris un crédit conso côté français sur des raisons de trésorerie pour que ça leur serve à faire l'apport et un crédit hypothécaire en Espagne pour la partie immobilière. Donc, il y a de la finance créative, on va dire, possible pour arriver à acheter en Espagne si on n'a pas assez d'apport. Imposition et fiscalité, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. En tant que résident fiscal français, quand vous achetez en Espagne, vous êtes donc considéré comme non-résident. Et donc, votre imposition, c'est 19% en tant que IRNR, c'est-à-dire Impuesto sobre la renta de no residentes, donc impôt sur les revenus des non-résidents. 19%, ce n'est pas sur les revenus bruts, c'est sur le bénéfice foncier. Ce qui veut dire, je prendrai un exemple concret, mon premier appartement à Valence, on fait 1 720 € de revenus mensuels en moyenne, lissés sur les 3 dernières années. Et en moyenne, on paye 125 € par mois d'impôts, ce qui ne représente que 7% et pas du tout 19%. Pourquoi 7 et pas 19 ? Parce qu'entre-temps, j'ai soustrait mes charges. Internet, électricité, ménage,
etc., etc. C'est particulièrement le cas intérêt d'emprunt, amortissement du bien, amortissement des travaux, etc., etc. Donc en fait, j'écrase mon résultat et je paye une imposition réelle largement inférieure aux 19%. Donc voilà, ça, il n'y a pas de motivation fiscale par contre à faire du meublé par rapport à du nu. En France, on a cette niche fiscale incroyable qui est le loueur meublé non professionnel sur laquelle finalement on va se retrouver à payer 0 impôt pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça dépend des travaux qu'on va faire et du déficit foncier qu'on va créer. En Espagne, il n'y a pas d'incentive fiscal à faire du meublé plutôt que du vide. La seule raison de faire du meublé plutôt que du vide, c'est la liquidité du bien et la capacité à retrouver des locataires rapidement et à faire des contrats de location, par exemple de la location qu'on appelle temporale, c'est-à-dire de la location à partir de 30 jours, qui se prête très bien pour faire de la location à des professionnels ou alors à des étudiants, typiquement Erasmus. Si j'ai un appartement clé en main, déjà meublé avec déjà Internet, je trouve un locataire très rapidement. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, fiscalité sur la plus-value, c'est la même, 19% sur la plus-value, donc ça, pas de choses particulières. Je voulais juste un tout petite chose sur cette fiscalité sur la plus-value. Je voulais prendre l'exemple, pour comparer la fiscalité immobilière à la fiscalité du travail, je voulais prendre l'exemple de quelqu'un qui en France gagnerait 60 000 euros bruts de revenus, 60 000 euros bruts de salaire brut annuel. Ça veut dire coût employeur 85 000, puisqu'il y a les charges patronales, etc., qui vont se rajouter. Et ça veut dire, pour un célibataire sans enfant, je prends un cas extrêmement simplifié, 40 000 euros net d'impôts par an. Donc si je fais 40 000 net d'impôts divisé par 85 000, ce qui est ce que je coûte finalement à l'employeur, le ratio, c'est que j'ai une fiscalité globale à 53% des revenus. Donc sur le travail, il y a énormément de fiscalité. Sur les revenus du travail, il y a énormément de fiscalité. Maintenant, sur les revenus de l'immobilier, on a vu qu'en Espagne, par exemple, sur les revenus locatifs, je vais avoir un 19% du bénéfice. Donc en fait, ça peut être 10%, 15% seulement des revenus. Et sur la plus-value, j'ai que 19% le jour où je revends. Donc de toute façon, je ne paye pas si je ne gagne pas. Et si je gagne, c'est une imposition qui est relativement acceptable. Donc finalement, vive l'immobilier sur la partie des revenus et sur la partie de la fiscalité, parce que ce n'est pas du tout un matraquage. On ne peut pas parler de matraquage fiscal quand on est sur du 19 ou du 10. Voilà, comment louer juste un chiffre. Il manque 2 millions de logements sur le marché de l'immobilier locatif en Espagne. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Espagne est un pays de propriétaires. Comme je disais, il y a de moins en moins de gens qui peuvent se permettre d'être propriétaires, qui peuvent se permettre d'acheter à cause de l'apport. Et donc, il y a une pression croissante sur la location. Et donc, les prix des loyers augmentent plus vite que les prix de la vente. Donc, toujours pareil, je suis capable d'acheter, je suis rémunéré par un rendement supérieur parce que j'ai l'apport, alors que plein de gens n'ont pas cet apport-là. Ce n'est pas juste socialement. Et en France, en ce moment, on est en train de discuter au niveau politique, on discute des problématiques liées au taux d'usure et liées au fait que de plus en plus de gens sont exclus du système bancaire et ne peuvent pas avoir accès à l'emprunt. Aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'en France, le 10% d'apport à peu près pour acheter un appartement font qu'un appartement de 200 000 euros, je peux l'acheter avec 20 000 euros d'apport. Là où en Espagne, pour acheter un appartement de 200 000, il me faut 80 000 euros d'apport. Donc ce n'est pas les mêmes mondes, ce n'est pas la même justice sociale. Et c'est clair que de ce côté-là, on peut se considérer très chanceux en France sur le levier bancaire qui est excellent. Voilà. Et alors, juste pour résumer un tout petit peu qui peut acheter en Espagne, juste si vous vous posez la question d'acheter en Espagne, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a 9000 francophones, donc français plus belges plus suisses, qui achètent chaque année en Espagne. Ça veut dire 24 par jour. Donc, on est beaucoup à acheter en Espagne, finalement. C'est un marché qui est très développé. Le financement est la clé, mais ne serait-ce qu'en France, il y a des banques qui sont spécialisées sur le fait d'aider les Français. Je pense par exemple à CIC Iberbanco, qui est une filiale du CIC qui va financer les achats en Espagne et au Portugal aussi. Je pense aussi à Targo Bank, dont je parlais tout à l'heure, qui est une filiale du Crédit Mutuel. Donc il y a plusieurs banques françaises qui ont des filiales en Espagne. Et comme toujours, ça aide beaucoup pour créer des passerelles entre les deux pays. Donc voilà, cette partie-là, c'est important.
qui peut acheter en Espagne? J'ai quand même envie de dire, pensez à, si vous n'avez pas un patrimoine net en France ou si vous n'avez pas minimum 40 000 euros d'épargne pour pouvoir commencer à faire quelque chose, ce n'est pas possible d'acheter en Espagne. Si on a par exemple 20 000 euros d'apport, on ne trouvera rien, ça va être très, très compliqué. Voilà, donc le kit de démarrage, c'est ça, le NIE, l'apport et ensuite le compte en banque. Et pourquoi pas apprendre l'espagnol avec Duolingo pour un petit peu s'entraîner et rajouter un peu de fun pour arriver à commander du pan con tomate tout seul. Géopolitique, politique. Oui, non, juste. Non, pas du tout. En fait, très simplement, hier, on a parlé ensemble à un investisseur. Il habite en Espagne, en plus, et il nous disait qu'il vient d'acheter en 2 ans 2 appartements hyper rentables. On a dit OK, super. Et par contre, pas de levier bancaire dans le pays dans lequel il a acheté. Donc, il a acheté 100 000 euros cash le premier appartement et 100 000 euros cash le deuxième appartement, une fois qu'il avait réussi à reconstituer son épargne. Pas de chance, c'est Odessa en Ukraine. Et en fait, du coup, c'est juste pour dire que là où on a une vraie chance sur l'Espagne, c'est que moi, j'étais le premier à regarder la Turquie, à regarder la Pologne, à regarder des pays comme ça un petit peu exotiques en me disant les meilleurs rendements, c'est l'Europe de l'Est. Ou les meilleurs rendements, c'est là où c'est un peu plus exotique, on prend un peu plus de risques. Mais en fait, la différence avec l'Espagne, c'est qu'on est quand même dans un pays qui est stable à tous les niveaux. C'est un pays qui est stable économiquement, qui est stable politiquement, qui permet à un investisseur français ou quelqu'un qui veut diversifier son patrimoine de ne pas aller chercher un exotisme absolu et d'aller chercher quand même tout simplement une diversification France-Espagne qui se comprend et qui est plus raisonnable, qui est plus en gestion bon père de famille. Voilà. Et puis les jours de soleil, évidemment. Voilà. Donc, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, pour aller plus loin, alors ça c'est une photo qu'Hugo a prise ce matin, où on prenait un café ce matin. On fait d'autres conférences, là c'était plus la partie introduction. On va évidemment faire d'autres webinaires si ça vous intéresse, donc à la limite justement avec plaisir pour derrière boire un verre ensemble et puis discuter de ce qui vous intéresse. Nous, on est très partant de faire justement des conférences qui peuvent être en ligne aussi, pas forcément en présentiel, mais on adore le côté présentiel parce que ça permet comme on disait, de rencontrer des gens avec qui on travaille en face à face et de créer peut-être une relation qu'on aurait moins via un ordinateur. Mais courant juillet, on va présenter les différentes villes. On va aussi faire une formation spécifique sur la réglementation Airbnb dans les différentes villes, parce que là, pareil, on peut vous en parler pendant 1 heure, donc c'est compliqué. Donc voilà, juste pour que vous sachiez que les choses ne s'arrêtent pas là. Et dernière chose, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Mastéos, parce qu'effectivement, je ne sais pas du tout si vous connaissez notre société. Société créée en 2019. Aujourd'hui, on est 370. On a levé 55 millions d'euros, ce qui veut dire concrètement qu'on a levé de l'argent pour pouvoir justement se développer vite et révolutionner vraiment l'investissement locatif et démocratiser l'investissement locatif et amener un niveau de professionnalisme, parce qu'on n'en a pas trop parlé encore, mais ça nous permet dans l'équipe d'avoir des gens qui ont des gros backgrounds, par exemple dans l'immobilier. Juste pour donner l'exemple d'Antoine, mais Antoine, il est passé chez Emerige et chez ICAD, qui sont quand même les 2 meilleurs ou 2 des tout. C'est des promoteurs. C'est des promoteurs. Donc, c'est 11 ans chez les promoteurs, 8 ans en France et 3 ans en Espagne. Et c'est les tout meilleurs promoteurs immobiliers. Donc du coup, ça nous permet aujourd'hui, par rapport à un marché de l'immobilier espagnol, où il faut le dire, il y a beaucoup d'amateurisme, et ce n'est pas une critique de tous les agents immobiliers, mais il ne faut pas de carte de transaction immobilière pour être un agent immobilier. Il n'y a aucune réglementation. Et donc, n'importe qui est agent immobilier. Donc on tombe souvent sur des gens qui n'y connaissent rien. Donc nous, on fait l'inverse. On met du professionnalisme dans le secteur et on se place côté acheteur, pas côté vendeur. Donc on défend que les côtés de l'acheteur. Et évidemment qu'on fait des négociations sur le prix des biens pour le compte de nos clients. Et évidemment qu'on les aide à faire des vérifications. Donc voilà, cet accompagnement-là côté acheteur, il est vraiment important.